1997, David Franzoni, un scénariste américain en plein boom après le succès du film Amistad de Steven Spielberg qu'il a scénarisé, se voit proposer le développement d'un récit historique par DreamWorks, qu'il va écrire et produire. Un an plus tard, le 4 avril 1998, le premier jet de Gladiator est validé par DreamWorks et on peut chercher un réalisateur. C'est Ridley Scott qui a enchaîné les films cultes dans les années 80 et 90 et qui a prouvé sa capacité à réaliser des grosses productions historiques avec Les Duellistes ou 1492, qui va s'y coller avec beaucoup d'entrain. Sous sa direction, le scénario va être retravaillé et la production peut se mettre en place. Pendant que la technique et l'artistique font de longs repérages et construisent des décors impressionnants mais aussi des costumes et accessoires d'époque, le casting se lance et Russell Crowe sera préféré à Mel Gibson dans le rôle principal, c'est-à-dire Maximus, un gladiateur qui cherche à se venger d'un tout jeune Joaquin Phoenix. The gladiator defied an emperor. Striking story. Le tournage va durer 5 mois, de janvier à mai 1999, et ce sera une énorme machine. Un tournage qui se déroulera en Afrique, en Italie, en Angleterre, et qui nécessitera plus de 100 millions de dollars, ce qui est extrêmement visible et compréhensible, ne serait-ce que par l'ampleur des décors et des costumes, et par l'ambition de Scott qui vraiment crève l'écran. Un tournage difficile qui va de plus être marqué par la mort d'un grand acteur qui s'appelle Oliver Reed. En plein milieu du tournage, ce qui a forcé Scott et les producteurs à modifier un scénario qui se développait de toute façon un peu au jour le jour, suite aux exigences et conseils de Russell Crowe. Bref, le film est carrément dédié à Oliver Reed et c'est bien la moindre des choses. That is enough. Le film il sort finalement assez rapidement, seulement un an après la fin du tournage, c'est-à-dire le 4 mai 2000, et c'était à la fois un risque par son genre et sa durée, mais aussi un film sur lequel misaient beaucoup les studios par le prestige de son réalisateur et de son casting. Bon, les producteurs et distributeurs seront de toute façon fixés assez rapidement puisque le film va être un énorme succès qui va rapporter 500 millions de dollars au box-office. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? Et surtout, vous vous en doutez, puisque c'est un film aujourd'hui culte, c'est un film qui va bénéficier d'excellentes critiques et d'un bouche à oreille génial. Tu mens en fait. Ah, je mens? Tu mens. Je mens? C'est une longue séquence. On arrête? Ouais. C'est vrai que j'ai menti, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais Gladiator, a été quand même majoritairement apprécié, mais pas tant que ça en fait. Il a aussi eu son lot immédiat de détracteurs qui reprochent à Scott d'avoir ultra-américanisé son récit, d'avoir parfois cédé à une mise en scène un peu tape à l'œil, notamment par des ralentis pas forcément toujours bien gérés, bref, d'avoir livré un peu un péplum cochant toutes les cases du blockbuster américain classique. Et ça, c'est un défaut, qu'on peut entendre, mais ce serait oublier l'intelligence qu'a eu Scott de réaliser un spectacle populaire ultra divertissant, aux personnages d'une épaisseur franchement bienvenue et tous très bien interprétés, qui parvient à insuffler de l'âme et de l'émotion à ce qu'il raconte, ne serait-ce que par le destin d'un Joaquin Phoenix tantôt déchirant, tantôt ultra flippant. Et puis il y a la musique de Hans Zimmer très belle, tellement belle qu'il a pas pu s'empêcher de la reprendre note pour note dans Pirates des Caraïbes. Il y a ces scènes d'action et cette ampleur démesurée qui fait de Gladiator un véritable hommage au péplum classique. Et du coup, il va quand même acquérir une légitimité aussi par ses récompenses et ses nominations aux grandes cérémonies. Il a notamment eu le César du meilleur film, et ça aide à rentrer dans l'histoire du cinéma. Mais bon, évidemment, par son genre même, Gladiator doit énormément au grand péplum classique et à des chefs-d'œuvre du cinéma. C'est les mêmes, en mieux. Comme d'habitude, je vais tâcher d'éviter de parler des évidences. Alors évidemment, Spartacus a beaucoup influencé Gladiator, c'est un chef-d'œuvre très connu. En parler, ça aurait été aussi évident que parler de Taxi Driver quand j'ai évoqué Joker, et c'est pas vraiment le but de cette chaîne. Non, on va plutôt chercher vers des films quand même un peu moins connus. Et on va commencer tout de suite avec un film qui s'appelle Les Gladiateurs. Les Gladiateurs, c'est la suite directe d'un film plutôt bof qui s'appelle La Tunique,
que je vous conseille pas forcément. Mais bon, ici on change de réalisateur, on change beaucoup le casting, ça va donner un film complètement différent et qui a un grand péplum qui a forcément eu un écho dans la tête de Ridley Scott quand il a réalisé Gladiator. Dans le péplum, plus que dans d'autres genres, la qualité de la production est très importante. C'est la production qui va faire la différence entre un bon et un mauvais péplum. Ça se fait souvent dans les décors, la direction artistique, la crédibilité des costumes et des foules de figurants. Et sur ce point, Les Gladiateurs, il est franchement réussi. Il fait jamais de cheap, il se donne vraiment les moyens de ses ambitions. C'est un péplum qui va donner aussi les moyens à son réalisateur de développer une mise en scène assez grandiose, aidée par un cinémascope ultra maîtrisé. Comme dans Gladiator, on va évidemment retrouver ces combats en arène, ici filmés avec une virtuosité quand même assez impressionnante, notamment lors d'un combat entre hommes et tigres qui nous rappellera le film de Ridley Scott et qui fonctionne parfaitement bien, qui est vraiment agréablement surprenant. Dans les similitudes, j'ai aussi envie de parler de Jay Robinson, qui campe un Caligula génial, qui rappelle un petit peu Commode mais en plus hystérique. Oui, c'est Commode en moins Commode en fait. Ta gueule quoi. Donc en plus hystérique, mais aussi plus glaçant et plus dérangé. Kneel! 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 Kneel to your God! Les Gladiateurs, c'est un péplum maîtrisé de bout en bout qui part sur un rythme effréné. Un péplum qui est aussi un peu plus court que les grandes références du genre, puisqu'ici il dure seulement 1h45. Vraiment, Gladiator lui doit énormément. C'est un film qui se regarde très facilement, qui va vous faire passer un hyper bon moment. Et je pense, en tout cas pour moi, c'est un grand film, c'est un grand péplum classique, vous pouvez foncer. Pour le deuxième film, je vais vous parler de Ben-Hur. Ah ouais, mais t'avais dit que tu parlerais pas de films connus. Ah ouais, Ben-Hur on connaît tous en fait, mange bien tes morts. Nul, vraiment nul en fait, je me désabonne, je retourne chez Durenda. Arrêtez. Pas le Ben-Hur qu'on connaît tous, pas celui de 1959 qui est effectivement grandiose, qui est une expérience de cinéma assez dingue. Non, moi je parle d'une version qui est encore plus incroyable et qui est sortie en 1925. En 1925, mais c'est hyper vieux. Ah ouais, bon, l'Antiquité quoi, moi je me désabonne direct. Bon les gars, sérieux quoi. Bon les gars, je sais que c'est le film le plus vieux que j'ai évoqué dans cette série de vidéos, mais faites-moi confiance, il est incroyable. Vous allez vite le comprendre avec les extraits, on est vraiment sur une fresque historique inoubliable, gigantesque et pas vraiment exigeante non plus. On va comprendre en quelques plans qu'on est face à un film complètement dingue visuellement, à l'ampleur incroyable et gigantesque. Je veux dire, regardez ces paysages, regardez ces figurants. En fait, en 2 minutes, on est plongé dans l'univers du film. Et il y a vraiment des plans qui rentrent dans mon panthéon du cinéma. L'entrée des gladiateurs dans l'arène, comme ces gros plans sur les visages. En fait, tout est magnifique. Et Ben-Hur, c'est pas juste une bombe visuelle, c'est aussi un film qui va extrêmement vite et qui est énormément généreux. Il y aura de tout, il y aura des batailles navales jusqu'à la course de chars qui est évidemment culte, qui est mise en scène à la perfection. Et il y a une sorte de magie qui rend ce film à la fois plus impressionnant et plus captivant que la version de 1959, qui se paye même le luxe d'être plus spectaculaire en fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, le réalisateur de la version de 1959, William Wyler, a travaillé comme assistant sur cette version de 1925, et du coup on comprend d'où vient l'inspiration. Il y a d'ailleurs des séquences qui vont être vraiment reprises plan par plan. Et en même temps, ça se comprend, Ben-Hur 1925, c'est un monument du péplum, un des films fondateurs, un des films qui a tout créé, y compris Gladiator et y compris tous les codes qui le régissent. Ça reste aujourd'hui un film d'une virtuosité assez dingue et vraiment d'une ampleur assez incroyable qu'on retrouve très rarement dans les films actuels qui ont pourtant 50 fois plus de thunes. Et je vous le conseille à tous, c'est bien plus que de la curiosité, c'est un film gigantesque, c'est un film colossal, c'est un film qui va vous marquer.
Pour le troisième film, ce sera pas un, mais deux films que j'ai envie d'évoquer, des films qui quittent un peu le côté gladiateur, mais qui sont des péplums très atypiques, que j'avais quand même envie d'évoquer avec vous. Et le premier, c'est un film italien de 1989 que je trouve absolument incroyable, qui s'appelle, et là je m'excuse d'avance pour l'accent dégueulasse, Nostos il Ritorno. Nostos, c'est une relecture de l'Odyssée, et la première chose qui va marquer, c'est la beauté du film et sa justesse dans ses partis pris. On est sur un film épuré qui parvient très facilement à nous transmettre l'errance de Ulysse après la guerre de Troie. La langue du film sera une langue imaginaire écrite à partir de l'ancien grec, et qu'on n'aura jamais de sous-titres, jamais vraiment de contexte, donc on va un petit peu être comme Ulysse et être un peu perdu dans cet univers-là. Ça marche en fait. Il n'y a pas besoin de comprendre mot pour mot, ça sert au contraire à l'immersion, parce qu'on est vraiment immergé dans un monde à part. Et on l'accepte très facilement, déjà parce que Nostos est magnifique, que sa photographie est très belle et naturaliste, et qu'elle change énormément du spectaculaire auquel on est habitué lorsqu'on parle de péplum, et aussi parce que le film a l'intelligence de ne pas s'étaler. Il va durer 1h20, c'est une durée parfaite pour un voyage sensoriel ultra captivant, et pour une expérience cinématographique qui vaut le coup et qui vaut vraiment la peine d'être découverte. C'est un film qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué, donc vraiment, vous pouvez foncer, ça dure pas longtemps, c'est très intéressant, et il y a des partis pris vraiment géniaux. Et enfin, le dernier film, celui qui clôt cette vidéo, celui que vous allez retenir, celui qui, s'il est mal choisi, va, je le sais, vous faire vous désabonner direct et me mettre en PLS absolu. Ce film, c'est Exodus, Gods and Kings. Je sais très bien que vous allez me défoncer dans les commentaires, c'est pas grave. J'ose le dire, je trouve qu'Exodus est très sous-estimé. Et je comprends absolument pas le bashing autour de ce film. Je trouve qu'Exodus est d'une puissance assez incroyable et que c'est une petite claque que Ridley Scott a pu mettre à toutes les daubes qui ont tenté de singer Gladiator sans en comprendre l'intelligence ni l'ampleur. Je trouve la confrontation entre Moïse et le pharaon digne de celle entre Maximus et Commode, par certaines séquences d'une tension dingue, mais aussi surtout par un Christian Bale habité, qui trouve l'un de ses meilleurs rôles des 10 dernières années pour moi. I didn't expect to hear a simple yes, but I do not want to hear a simple no. Is that what you're telling me? Are you saying no? I'm not saying no. I'm saying time. You're listening to Hebrews. I'm listening to Hebrews. Who are you talking to? God. Ridley Scott retrouve des décors grandioses, des foules de figurants. Il en profite pour nous offrir des plans qui sont mais vraiment comme des tableaux, et des séquences qui restent. Moi, je pense notamment à celle des 10 plaies d'Égypte. Exodus ruisselle de parti pris, notamment celle de faire de Dieu un gamin capricieux, revanchard et imparfait, ou encore d'assumer complètement une démesure spectaculaire qu'on voit rarement au cinéma. Enfin, il y a quand même des séquences qui sont vraiment hallucinantes, hein. Anything more is just revenge. Revenge after 400 years of brutal subjugation. These pharaohs who imagine they're living gods, they're nothing more than flesh and blood. I want to see them on their knees, begging for it to stop! Voilà, suite à cet élan de sincérité qui va me valoir 25 000 insultes dans les commentaires, je vais quand même vous proposer de choisir le prochain film comme d'habitude. Et cette fois, ce sera soit Matrix en moins bien, ou alors World War Z en mieux. Merci à tous pour la force que vous me donnez au quotidien avec toutes ces vidéos, vous avez même pas idée d'à quel point ça joue pour moi. On se retrouve très vite, d'ici là n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.